Une question en débat sur 5 sur 7 matin de ce jour. Les cétacés sont-ils en danger? Au Bénin, on parle ainsi de pollution marine. Avec nos débatteurs, on essayera de répondre à cette question. Patrice Sabot, bonjour. Vous êtes activiste de l'environnement. Bon, on va dire un acteur de la société civile pour la protection de l'environnement. D'accord. Les gens prennent ça très négativement. Quand on dit activiste... Non, c'est comme si, bon, nous, on est dans la rue, on dit que non, c'est pas ça. Nous avons été à l'école, on a fait l'université, on sait de quoi nous parlons, mais nous voyons que la situation dans laquelle les ressources naturelles sont gérées nous inquiète. Et ça, si nous nous conformons à l'article 27 de la Constitution, nous sommes interpellés. Et nul ne sera de trop, nous apportons notre contribution pour que ceux qui doivent entendent et agissent. D'accord. C'est ça. Activiste parce que vous prenez fait et cause pour... c'est un combat qui vous tient à cœur. Bon, si les gens peuvent comprendre ça comme ça, c'est bah oui, bien sûr. Bon, ceux qui comprennent. Merci beaucoup. Allez. Alors, Alain Tossounon, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le débat de ce matin. Vous êtes journaliste, vous spécialiste de l'eau. Merci d'être tous les mardis, n'est-ce pas, sur le plateau de l'environnement. Ouais. Juste à côté de vous, nous avons José Dossou Baudrenou, directeur de Nature Tropicale ONG. Bonjour, monsieur Baudrenou. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui des cétacés. Sont-ils en danger sur nos côtes? Mais on va déjà commencer à définir ce que c'est, n'est-ce pas, qu'un cétacé. Mais n'oubliez pas que vous pouvez participer à ce débat en répondant à la question suivante. Selon vous, les océans et les mers sont-ils devenus des dépotoirs sauvages pour les humains? Répondez-y via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter également. Vous pouvez nous laisser vos messages sur le 61 19 88 88. Alors, monsieur Baudrenou, c'est quoi un cétacé déjà? Voilà, quand on parle de cétacés, nous sommes devant le grand public. Oui. Il faut que les gens comprennent simplement que c'est le grand groupe qui prend en compte les baleines, les dauphins, les orques polaires et autres différents types de mammifères marins que l'on peut retrouver aujourd'hui. Et je veux ajouter que c'est au monde aujourd'hui, c'est les animaux les plus grands. C'est-à-dire, après tous les discours qui ont accompagné les, comment on appelle, les dinosaures et autres, que les gens n'ont pas vus. Mais aujourd'hui, pour des animaux les plus grands qui existent encore sur Terre, quand on parle de Terre, il faut comprendre que nous avons la mer aussi qui regorge des animaux. Et quand on parle des animaux grands sur Terre, les gens voient aujourd'hui l'éléphant. Oui, bien sûr. Mais il y a encore plus grand que l'éléphant. Un cétacé, comme une baleine, qui donne son bébé, le bébé est déjà 1,5 tonne, le bébé. Ça veut dire que c'est des animaux très grands qui vont jusqu'à 30 tonnes. D'accord. Et quand vous allez voir comment on appelle ça, les cachalots, toujours dans le groupe des baleines, c'est des espèces qui vont à 40 tonnes. Et pour le public, regardez un conteneur qui passe devant votre maison et chargé. Vous voyez ce que c'est? Un animal peut avoir ce poids. Et heureusement, nous avons ces animaux qui fréquentent nos côtes. D'accord. Alors, Patrice Sabot, il y a donc des baleines, il y a des dauphins au niveau de la côte béninoise. C'est bien cela. C'est pour cela que nous allons vous faire le plaisir de vous inviter déjà en juillet. Juillet prochain. En août, d'accord. Parce qu'on n'a pas encore vu une femme de l'OTV qui a pu faire ce voyage-là. D'accord. C'est gratuit. J'aime bien les défis, moi. On va vous le faire. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci. Pour aller voir. C'est pas bon de raconter. On va vous faire voir. D'accord. Vous allez voir la maman s'amuser avec son bébé. Vraiment, c'est extraordinaire. Et pour compléter, c'est le dimanche, pas plus tard que le dimanche dernier, on était à la maison, nous avons d'autres programmes quand on nous a annoncé qu'un dauphin a échoué ici, au port de pêche, et nous étions partis. C'est un animal qui a plus de 3 mètres. Oui, 3 mètres de long. Plus de 3 mètres. Et si on doit estimer son poids, on est à 250 kilos. Et c'est ça qu'on a vu. C'est énorme, hein? C'est énorme, c'est ça. Et c'est un poisson. C'est un poisson. Donc, tous ces espèces appartiennent à la faune aquatique et sont intégralement protégées. Mais nous sommes aujourd'hui désolés de dire et de constater qu'elles sont totalement menacées, en danger, et qui de droit ne s'occupe pas de leur protection. Ce n'est pas nous qui avons signé les conventions. Alors, vous le dites si bien, ces animaux sont menacés. Qui c'est qui menace
ces animaux? Quelles sont les menaces dont sont victimes ces animaux? Alain Tossounan. Oui, d'abord il faut dire que les menaces, il y a des menaces anthropiques qui sont dues à l'activité de l'homme, mais il y a aussi des causes naturelles. Il faut dire que ce phénomène d'échouage donc de ces mammifères marins, on l'observe depuis longtemps. Oui. Il peut y avoir des échouages où on a juste un mammifère, mais il y a aussi des échouages massifs. Cela est déjà arrivé. Si vous prenez le Royaume-Uni, par exemple, depuis 90, eux, ils ont estimé à près de 12 000 espèces qui ont échoué. Mais le problème que cela pose aujourd'hui, c'est que en France, par exemple, depuis février, on a déjà enregistré 800 dauphins qui ont échoué sur la côte atlantique. Donc, le phénomène devient de plus en plus inquiétant. Alors, quand on parle de causes naturelles, on a parlé de la masse. Il y en a, disons, lorsque l'animal est affaibli et qu'il n'arrive plus, parce qu'elles sont à des milliers de kilomètres. Donc, il peut arriver que, étant affaibli, il n'arrive plus donc à se mouvoir, donc peut se retrouver. Il y en a, lorsque les femelles mettent bas, elles peuvent aussi à un moment donné, fatiguées, peuvent se retrouver là. C'est ce qui occasionne... ça peut occasionner. C'est des causes naturelles que l'on peut enregistrer. Donc la vieillesse, donc à un moment donné, elles ne sont plus en mesure donc de continuer à vivre. Mais le danger, c'est en fait les causes qui sont dues à l'activité humaine. Et il faut tout de suite, déjà, c'est la pêche. Vous avez des engins de pêche qui, aujourd'hui, donc ces animaux se retrouvent prisonniers dans des filets qui sont parfois même prohibés. Donc ça fait que, effectivement, on se rend compte que c'est dès lors que ces animaux se retrouvent dans ces filets-là, donc ils sont blessés. Donc, et quand ils sont blessés, parfois ils n'arrivent plus donc à continuer leur course et donc échouent donc, sur les côtes. Bon, il y a aussi, on peut aussi avoir comme danger, c'est la pollution. De plus en plus, vous savez que la pollution plastique, la pollution chimique, il y a des déversements qui sont des rejets sur la mer. Et cela engendre évidemment, parce que c'est une vie qui se mène là-bas. Et donc, de plus en plus, on constate qu'effectivement, parce que la mer, l'océan est pollué, donc ces animaux n'arrivent plus à mener donc, leur vie naturelle. Ça devient de plus en plus inquiétant parce que, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de... on l'observait le phénomène, mais de plus en plus, comme je parle du cas de la France, 800 depuis février seulement. Donc ça veut dire que 800 dauphins. Mais l'autre cause... C'est pas rien, oui, c'est pas rien. L'autre cause aussi qu'il faut que les spécialistes essaient maintenant de nous faire savoir, c'est les exercices militaires en haute mer avec les forces navales qui font recours au sonar. C'est un bruit, c'est un bruit assourdissant. Et on a constaté que à l'issue d'un certain nombre d'exercices, d'exercices. L'OTAN, en 80, je crois c'est en 1996 par exemple, après un exercice militaire sur les côtes grecques, on a constaté que il y a un certain nombre de baleines qui sont décédées parce que tout simplement, par hémorragie. On a constaté qu'il y avait une hémorragie au niveau de leur oreille. Donc, à la suite, donc, sûrement, du bruit acoustique, donc, ces animaux n'ont pas supporté. Le même phénomène a été observé au niveau des îles Bahamas, où également, après donc, ces exercices militaires, où évidemment les forces nasales utilisent le sonar pour la reconnaissance et tout ça. L'identification, il faut suivre voilà. Le déplacement. Donc on constate que tout ça a un impact nocif, à la vie donc, de ces animaux.
Patrice Abo, vous, en tout cas, votre combat, n'est-ce pas, c'est pour qu'on cesse, n'est-ce pas, ces différentes pratiques qui empêchent, n'est-ce pas, nos animaux de vivre dans leur environnement naturel. Oui. Alors, il a commencé, Alain Tosuno, à citer quelques menaces, n'est-ce pas? Quelles autres menaces on peut noter encore? Oui, il a dit vous allez voir les bateaux même, des bateaux géants qui passent des fois, et c'est une lutte entre la baleine, ces espèces quand même, et la baleine arrive à résister, mais les dauphins et autres là sont écrasés complètement, et c'est ça. Vous voyez les grands pétroliers qui déversent vraiment des produits polluants, ils avalent même des produits plastiques, beaucoup de charges, et qui obstruent l'estomac et tout ça, ça peut vraiment les faire détruire. Mais on a parlé que des dauphins. Parlons en général des ressources marines. Vous connaissez, il a parlé des pays, des autres pays, mais parlons de notre pays pour dire à quelle fréquence aujourd'hui on voit ces échouages-là. Bon, avant, moi j'entendais hebdomadaire, une fois, oui. Cette année déjà, en moins de 2 mois, on a déjà 2. Il y a eu un échouage à Sémé, il n'y a pas longtemps, il y a à moins de 2 semaines, à Grand Popo, il y en a eu. Et lorsque ça vient sur la plage, personne ne peut respirer. Personne, c'est de la pollution publique, c'est de l'insalubrité publique. Personne ne peut respirer ça. Ensuite, les populations mal informées, chacun vient avec son coucou pour dire ça, c'est une manne de Dieu. Je dois aller couper ma part. Il faut en consommer. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire parce que l'animal qui vient là est déjà en putréfaction avancée. C'est un danger sanitaire. On ne doit jamais s'en approcher pour dire je vais chercher la peau pour manger. Mais qui doit dire ça? Qui doit les informer? C'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est ça qui nous inquiète. L'animal est déjà mort. On ne comprend pas. Bon, maintenant, quel usage les gens en font ici et quels dégâts ça cause pour notre environnement? C'est de ça qu'il faut gérer ces deux côtés-là. Donc, c'est ça, on a besoin d'informer, on a besoin de sécuriser ce cadavre-là pour que ces dégâts dont nous parlons n'aient jamais lieu. C'est ce qui importe aujourd'hui. Mais qui fait ça? Les animaux sont tellement important que vous avez dit que c'est moi. Ce n'est pas moi. Ce sont les conventions internationales qui les protègent parce qu'on a évalué leur statut. Ils sont vraiment en danger partout dans le monde. Donc, il faut les protéger. Il y a la convention CITES qui dit tout ça. Il y a la convention même sur la biodiversité qui dit tout ça. Nous sommes allés signer. On a confié ces actes-là à des gens qui ont prêté serment. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Le cas de Grand Popo, qui a eu lieu en 2, c'est extraordinaire. C'est les forces navales qui ont pris les dispositions idoines avec Nature Tropicale et le chef d'arrondissement de Grand Popo, qui a été obligé de louer des engins lourds pour aller déplacer l'animal et l'enfouir. Sinon, personne ne pourra respirer à Grand Popo. Pendant plus de 2 mois, on ne pourra pas. Parce que ça sent. C'est grave. Et les populations qui étaient déjà en griffe affamées, on a vu des images circuler, il faut le dire. Chacun, voilà. C'est aussi ça la pauvreté. On ne peut pas gérer ça après. C'est des maladies, c'est des dégâts, tout ça. Donc il faut que, moi, mon appel ce matin, si on signe les conventions, qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, qu'est-ce qui est fait au Bénin pour protéger ces espèces-là? José Adossou, vous qui menez avec beaucoup d'ardeur, on va dire, ce combat pour la protection des ressources naturelles. Oui. Avant de venir, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui se fait, il faut remarquer, c'est bien, Alain a donné des exemples, des pays et autres, et j'entendais ces discours souvent, et quand ça se prononce, les gens disent, là-bas, il y a eu 800. Mais ici, c'est 2 seulement. Voilà. C'est pour dire, c'est insignifiant, ce n'est pas rien, c'est pas inquiétant. D'accord. Et le peu que vous avez disparaît et vous applaudissez. Mais moi, j'ai une question. Elle peut paraître idiote, peut-être bête, mais si ces ressources échouent sur nos côtes, c'est pas forcément du fait de l'homme, non? Vous avez évoqué aussi des causes naturelles. Écoute. Oui. Ou c'est en grande partie du fait de l'homme. Écoute, l'homme est le plus dangereux
pour le cadre de vie que nous faisons. Si on pouvait faire disparaître l'homme de la terre n'aura plus de problème. Non, sérieusement. Non, vous savez, l'homme a été créé. Nous allons tous disparaître, vous et moi, tous ensemble. Écoutez, quand vous commettez des fautes, soyez prêts pour en subir les conséquences. D'accord. Nous avons toujours rappelé aux gens, la terre peut vivre sans les hommes, mais les hommes ne peuvent pas vivre sans la terre. Et c'est ce qu'on doit mettre dans la tête de chacun. Il faut attirer l'attention. Si, au niveau international, on arrive à prendre des réglementations, on convainc nos pays à se retrouver dans ces réglementations et à prendre des engagements, ce qu'on attend d'eux, c'est d'appliquer. Et quand il y a problème, on peut ajuster. Mais malheureusement, là, on n'a pas pris conscience de ça. On continue à détruire et après on se plaint. C'est pour dire, nous ramenons le débat encore plus simple. Chez nous, nous visitons la mer. Vous organisez des expéditions. Des sorties en mer pour les baleines. C'est pour valoriser les baleines, promouvoir les baleines que nous faisons ça. Mais quand vous allez à la mer, là, vous rencontrez beaucoup d'autres choses qui ne sont pas du commun de celui qui est dans Tokpa ni sur Zémidian. Personne ne va là-bas avec moto. Il faut de grands moyens pour aller. Mais quand vous allez, vous voyez. C'est dit que c'est quelquefois ahurissant. On parle d'échouage. Ce n'est pas en 2023 qu'on a... Si c'est le cas de nature tropicale, c'est depuis 1996 qu'on gère de cette situation. Et vous parlez de baleines. Nous avons rappelé au peuple béninois en 2022-2023. Ça veut dire que la dernière saison, où il y a eu beaucoup plus de suivi avec nos éco-gardes, nous avons enregistré 320 tortues adultes mortes sur les plages. Même les policiers, c'est-à-dire BPLP et autres, ont contribué à enterrer même tortues. Ça dit que tortues mortes. Et on l'enterre... Écoutez, on viendra là. C'est pour d'abord dire, il y a grave qui se passe chez nous. Et si on tient à montrer ce qui se passe ailleurs, les gens disent, bon, chez nous, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un chiffre béninois. 320 tortues mortes sur les plages. Mais quand on pose la question, vous avez demandé tout à l'heure, oui, il y a des causes naturelles. Nous, là, on a commencé par éliminer tout ce qui est naturel. D'accord. Essayons l'impact négatif de l'homme, là. Si on peut réduire ça, ce qui est naturel, on ne peut pas empêcher, non? Bien sûr. Mais pourquoi l'homme reconnaît que c'est lui qui est le danger et continue à agir? Vous savez, pour le cas des tortues, c'est dû au fait, on a discuté ici une fois, une technique de pêche qu'on appelle chalut-bœuf, où nos frères qui ont utilisé des moustiquaires pour détruire le lac, qui ont enlevé tous les alevins, et on n'a plus de gros poissons, vont en mer, utilisent cette technique, c'est-à-dire que rasent tout. Maintenant, quand tortue rentre dans leur filet, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent plus sortir avec tortue, c'est coupe. On découpe les bras des tortues, on abandonne. Et ça vient échouer. En pleine ça, mer. c'est naturel, ça? Non, c'est pas naturel. Voilà des comportements que les gens ont. Si on prend le cas des tortues... Est-ce qu'on leur propose des alternatives? Écoutez, il y a des alternatives. Nous, on a commencé il y a 28 ans et les gens nous suppliaient. Ne faites pas comme nous. Ne faites pas la chasse sportive pour tuer les derniers animaux en Afrique parce que vous n'aurez jamais les moyens pour les reconstituer. Les gens l'ont fait dans les pays dits développés. En Europe, c'est très rare de trouver encore de forêts vierges. Mais les gens sont obligés de faire des plantations et de les protéger avec rigueur et dire c'est dans 50 ans qu'on va exploiter. Nous, on n'est pas encore... Et à monoculture. Oui, et quand nous voyons ici, on dit, ok, et quand on fait un projet, dans 5 ans, on a fini. C'est grave ce que nous faisons. Maintenant, quand on continue, on voit ces comportements qu'on a, on n'a pas pris conscience, est-ce que demain, on aura les moyens pour reconstituer? C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a 30 ans que nous, on nous a dit, ne faites pas les mêmes erreurs. Mais c'est les erreurs là qu'on continue. Maintenant, quand on revient sur le cas des cétacés, deux choses qui n'ont pas été précisées. La chasse commerciale de la baleine est interdite. Mais au monde, il y a 2 pays qui font cette chasse. Mais on n'en parle pas. Mais en dehors de cela, ça dit que, je ne vais pas citer les pays, ils se connaissent, les téléspectateurs, allez sur la télévision. Non, mais dites-le. Non, il faut le dire. Il y a le Japon. Il y a le Japon. Et à cause du Japon, on a mis un moratoire. Oui, pour dire qu'on ne fera plus ça. Oui. Mais tous les pays africains qui sont côtiers soutiennent le Japon pour qu'on enlève le moratoire sur la chasse baleinière. Vous comprenez ça?
Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prétendez que le Japon nous envoie des aides? Oui. C'est-à-dire, voilà des trucs qui ne vont ça ne s'entend pas. Voilà. Ça veut dire que nous, en tant que... on a fait du plaidoyer. On a dit à nos États africains qui sont côtiers, c'est-à-dire quelle aide recevez-vous du Japon qui vous amène à dire on va tuer les baleines? Oui. Cette aide, elle est aussi bénéfique. Est-ce que c'est seulement le Japon pour qui les va nous aider? populations? Donc, je ne soutiens pas forcément ça. Oui. Je dis entre protéger peut-être les animaux, n'est-ce pas, et avoir des ressources, des subventions, peut-être qu'il faut pour nourrir les populations. Peut-être que le choix, les conventions qui protègent, ils ont signé. Mais on sait comment ça se passe souvent. On sait. On le décrit tout le temps en tant que journaliste. On sait que souvent, c'est comme des bouts de papier que les gens signent quand ils reviennent chez eux. Finalement, voilà. Mais c'est de l'irresponsabilité. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle irresponsabilité. Ça s'appelle hypocrisie. On ne peut pas, des États responsables ne pas se rendre dans cette posture-là. C'est que tu es chaud ou bien tu es froid. Lorsque tu es tiède, on te rejette. Il faut être responsable de ces actes posés. C'est ça. C'est pour cela que s'ils se comportent comme ça, les agents qui sont chargés de respecter ces conventions sur le terrain se comportent comme eux. Ils ne font rien. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est-à-dire qui est responsable de l'application des conventions signées. C'est des gens qui ont prêté serment devant la République pour dire je dois faire ceci. Mais aujourd'hui, là, quel est l'état des lieux? Vous avez le sentiment qu'il ne faut rien. En tout cas, moi, je rends hommage ici à la BPLP. C'est ce que je n'ai jamais vu, que je ne pense pas voir chez elle. C'est-à-dire que la BPLP aujourd'hui, sans nous, peut arrêter des délinquants qui arrêtent ou bien tuent des tortues ou bien des cétacés autres là. Dès qu'ils sont présents, la BPLP fait son travail. Il faut lui donner des moyens. On a vu ça. Mais il y a d'autres qui sont... C'est-à-dire que leur travail n'est que ça. Mais on ne les trouve pas. C'est dangereux. Je n'appelle personne ici. Mais c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas. Nous, on les supplie. Pour dire maintenant, c'est eux qui représentent l'État devant les tribunaux. Si on les appelle, qu'ils viennent, ils ne viennent pas. Très bien. Vous perdez votre temps à téléphoner, ils ne viennent pas. Patrice Sabo, William Tchoki, vous êtes en direct de Parakou. J'imagine, puisque vous êtes dans le débat, j'imagine que vous suivez avec grand intérêt tout ce que nous disons sur ce plateau. Patrice Sabo semble vénère parce qu'il estime tout simplement qu'il y a comme une fuite de responsabilité de nos autorités, n'est-ce pas, qui signent les conventions, mais qui, par finir, ne les appliquent pas. Vous en dites quoi, William Tchoki? Bon, c'est vrai que notre pays a signé la plupart des conventions et que par moment, du moins pour la plupart du temps, on sent qu'on ne respecte pas bien sûr l'application de ces conventions signées à l'international. Mais j'aimerais revenir un peu par rapport à la responsabilité de tout un chacun de nos pays. C'est vrai que les poissons, ces baleines, ces animaux emblématiques viennent échouer sur nos côtes. Alain a donné quelques statistiques, plusieurs centaines qu'on a constatées cette année. Oui. Mais le problème, c'est que souvent, les gens oublient de dire qu'aujourd'hui, nous les humains, on a transformé les océans et les mers comme un dépotoir sauvage. Le 3/4 des déchets que les humains produisent sur Terre vont dans les océans. Et la plupart de ces déchets sont des sachets plastiques. Et ces animaux, une fois en contact avec ces éléments toxiques, les ingurgitent. Et après, il y a des problèmes au niveau de l'estomac. Et ces animaux, on n'arrive plus à vivre. Est-ce que ces morts constatées sur nos côtes, est-ce que cela provient de nous? Est-ce que c'est la pollution venant d'autres pays? Je prends l'exemple à tout hasard. À côté de nous, au Togo, là, on a vu un peu ce que l'usine produit est déversée dans l'océan. Quand vous allez à Grand Popo, vous voyez la couleur, la différence de la couleur qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on fait pour interdire tout ceci? Ça veut qu'on dira que la coopération entre le Bénin et le Togo va régler ce problème. Mais je me dis, si une baleine allait par exemple nager de ce côté et qu'il ingurgite les déchets et qu'il revient chouer sur nos côtes, voilà autant de choses qu'on doit dénoncer, autant d'éléments qu'on doit dire pour permettre aux gens quand même de prendre conscience. Le problème, elle est plus générale, elle est plus mondiale. Il faut qu'on évite de déverser tout dans nos océans. Alain aussi a donné un exemple, par exemple, l'utilisation du moins quand les gens fabriquent les armes chimiques. C'est en mer, c'est dans les océans qu'on fait les premiers essais.
Et quand on fait les essais, on ne sait pas après ce qui se passe au-dessous de ces océans, de ces mers. Voilà autant d'éléments qu'on doit réfléchir. Et les conventions signées par la plupart de nos pays, la plupart des pays du monde, interdisent ces pratiques. Mais pourtant, les gens continuent à le faire. Cela voudra dire que les responsabilités incombent à tous les pays du monde qui ont signé ces différentes conventions, y compris le nôtre. Y compris le Bénin. Il faut qu'on soit... Exactement, y compris le Bénin. Parce que tous, on est complices, tous, on est coupables par rapport à ce qui se passe, à la mort massive qu'on constate de ces animaux emblématiques. Parce que ces animaux, autant qu'ils ont un rôle à jouer dans l'écosystème, s'ils arrivaient à disparaître, ça veut dire que nous aussi, on va disparaître. C'est une chaîne. D'accord. S'ils disparaissent, nous aussi, on va partir un jour. Donc, par conséquent, il faut qu'on prenne conscience de l'importance de ces animaux, même si on pense que c'est des animaux, mais ils ont aussi un rôle dans la biodiversité et aussi, il faut qu'on les protège. Très bien. William Tchoki, merci pour cet apport majeur. Alain Tosuno, on a parfois même vu des coups de gueule de certaines populations circuler sur des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, des populations qui appellent, n'est-ce pas, au secours, parce que certaines usines se seraient installées ça et là et créeraient pas mal de dégâts. Mais manifestement, on a l'impression que rien n'est fait, Alain Tosuno. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la protection de nos ressources ne tient pas vraiment à cœur aux autorités? Est-ce qu'on peut le dire? Non, on peut pas. On peut pas dire que rien n'est fait. Il faut peut-être dire que le problème est à deux niveaux. Déjà, il faut des tests. Et nous avons, au-delà des conventions qui ont été signées, nous avons des tests ici, nous avons un certain nombre de lois. Si vous prenez la loi sur la pêche, par exemple, la loi 4 sur la pêche, c'est un instrument juridique très important, notamment qui interdit les pratiques que nous avons observées sur les eaux continentales, qui sont maintenant exportées au niveau des eaux marines. Et déjà, les pêcheurs qui ont quitté les eaux continentales, aujourd'hui, sont dénoncés par les pêcheurs donc qui vont sur les eaux marines. Parce que les pêcheurs, aujourd'hui, qui vont dans dans ces eaux-là, aujourd'hui, reviennent et ils n'ont plus de poissons. Donc, ce dont on parle ici, ce n'est pas seulement limité aux mammifères marins. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que, à cause donc de l'action de l'homme, que de plus en plus, nous n'avons plus de poissons en mer. Et si vous discutez avec les pêcheurs marins, ils vont vous dire. Et l'une des causes, c'est justement donc ces filets que l'on utilisait sur les eaux continentales, que l'on maintenant, alors que la loi sur la pêche donc prohibe, interdit donc l'utilisation donc de ces. Mais ça continue. Mais ça continue. Donc il y a un problème d'application. Est-ce qu'il y a des sanctions? Il y a un problème, des sanctions ont été prévues. Il y a des sanctions. Oui. Est-ce qu'on sanctionne? Parce que j'imagine que... Est-ce qu'il y a des sanctions dans les papiers? Oui. Ces sanctions ne sont pas appliquées. La loi sur la pêche a déjà prévu aussi les sanctions par rapport donc à l'utilisation donc des engins prohibés aussi bien sur les eaux continentales que oui, c'est prévu, mais est-ce qu'on sanctionne dans la réalité des choses? Le problème qui se pose, c'est aussi un problème de surveillance. Parce que quand vous allez en haute mer, mais c'est comme une zone de non-droit pour le moment. Fort heureusement qu'avec le gouvernement actuel, on a commencé à équiper les forces navales. Sinon, elles n'avaient pas les moyens d'aller en haute mer. Parce que tu ne vas pas prendre n'importe quel engin pour aller en haute mer. Tu as besoin d'avoir donc. Il faut dire que cette bataille-là, le ministre Dossoui l'a menée. Bien sûr. Donc, c'est important. Déjà, il faut leur donner les moyens d'aller faire les constats. Parce que c'est comme une zone de non-droit. Je crois que la dernière fois, on en a parlé ici. Parce qu'on dénonce, c'est vrai, nos compatriotes, les pêcheurs, mais vous avez également des bateaux qui débarquent sur nos côtes. Et parce que nous n'avons pas la capacité donc, de pouvoir aller les contrôler, que effectivement, les gens peuvent venir là, déverser ce qu'ils veulent et repartir, ou bien venir ramasser tout ce que vous avez comme richesse. Et c'est là où je dis, quand on parlait du Japon, il faut bien reconnaître que c'est une richesse d'avoir des baleines et ces animaux, les tortues marines. On a toujours donné l'exemple du Costa Rica aujourd'hui qui s'enrichit justement d'avoir donc sur ses côtes
Donc ces baleines, ces mammifères marins. C'est le lieu de le dire. Mais oui, c'est une richesse. C'est une richesse. En quoi c'est une richesse pour nous d'avoir les baleines? Depuis le tourisme balnéaire, mais qui rapporte énormément d'argent aujourd'hui au Costa Rica. Mais depuis que Nature Tropicale organise les expéditions, mais quand vous allez, je suis allé la dernière fois, mais franchement, on ne peut pas comprendre qu'on ait ça ici au Bénin à côté. Combien aujourd'hui d'enfants béninois savent qu'on a des baleines sur nos côtes béninoises? Mais il n'y en a pas. On n'a pas la possibilité d'aller les visiter, non? Mais on a la possibilité, justement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aller faire découvrir cela? Donc, en l'état, il n'y a rien. Écoutez, ça fait... À part ce que vous faites. Malheureusement. Mais c'est pourquoi je dis... Mais ça fait 23 ans. Hein. Les enfants voient ces mammifères marins à la télé. Ils adorent ça. Sur des comment on appelle, des livres et autres. Alors que c'est à côté là. Qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir ça? C'est une richesse énorme. Si vous prenez au Costa Rica, c'est des milliers de touristes qui vont chaque année voir ça. Parce que c'est pas toute l'année que vous voyez ça. Vous avez... il y a des saisons. Il y a des saisons, tout en novembre. Et puis après, il faut attendre qu'ils reviennent. Mais les tortues marines, le combat de Nature Tropicale durant tellement des années, mais ne serait-ce que pour voir comment on jette ces petites tortues. Les bébés en mer. Qui courent, je crois que c'est une richesse. C'est pour dire, si on reçoit des aides du Japon, sous prétexte que bon voilà, parce qu'on a du riz japonais, voilà, qui nourrit. Mais on peut également avoir cette richesse-là. Parce que si le Japon accepte de tuer les baleines et que on vient sur nos côtes aussi en tuer et que nous on pète, c'est pas tous les pays qui ont la chance d'avoir des baleines sur leurs côtes. Donc nous devons considérer cela comme une richesse énorme qu'on doit valoriser. Maintenant, il faut donner la capacité donc à nos forces navales de pouvoir faire la surveillance sur nos côtes. Alors, pour que ces côtes-là ne deviennent pas des zones de non-droit. Bien sûr, on dit souvent la mer, c'est une vaste étendue d'eau, n'est-ce pas? Alors, comment on contrôle justement, oui, bien sûr. Parlons-en, parce que le téléspectateur qui nous regarde a bien envie de comprendre comment ça se fait. On peut bien contrôler. Mais avant d'arriver là, comme je dis toujours, on ramène les choses pour que les gens se sentent. Je suis responsable. Il faut contextualiser. Vous savez, le dimanche dernier, nous étions au port de pêche pour le cas du dauphin mort. Et en faisant les petits sondages et autres, est-ce que le dauphin est une menace pour les pêcheurs? Un phénomène qu'on n'a pas signalé, une autre menace, c'est qu'en mer, chez nous, comme partout ailleurs. On a les images avec la complicité du réalisateur. Voilà. Ailleurs, il y a beaucoup de filets abandonnés en mer. Ces filets attrapent en permanence des animaux, des poissons, des tortues. C'est des pièges pour eux. Ce n'est pas des pièges, c'est des filets qui sont détruits en mer et abandonnés en mer. Ça, c'est un problème. Souvent, ce n'est pas dit chez nous, mais les pêcheurs savent. Voilà le dauphin. Qui a échoué. Qui a échoué, et les gens ont découpé. Les gens découpent. C'est ça. Maintenant, il y a, c'est-à-dire en dehors des filets abandonnés, c'est que les pêcheurs nous ont signalé. Ils considèrent, c'est pour cela, il y a une question d'éducation, sensibilisation. Il y a des pêcheurs qui considèrent que c'est un animal dangereux pour eux. On nous a signalé que, nous on a vu, lors de nos sorties en mer, quand vous voyez des pêcheurs en train de faire leur pêche normale, et comme vous auriez vu dans beaucoup de documentaires, que les dauphins sont friendly. C'est-à-dire que s'habituent à l'homme. On dit souvent que le dauphin, c'est l'ami de l'homme. Non, franchement. Voilà. Maintenant, le dauphin qui rentre dans leur filet et ressort et autres, pour certains, c'est un danger d'abord pour eux. Et là, il faut éloigner le danger. Les pêcheurs n'hésitent pas à blesser des dauphins, à agresser les dauphins. Mais le dauphin est un totem pour certaines personnes. Et on ne touche pas. Ce dauphin qu'on a retrouvé, ça ne peut pas être découpé dans l'enceinte du port. Pas du tout. Parce que plusieurs pêcheurs sont là et c'est interdit pour eux. C'est une pratique aussi qui contribue à la conservation. Oui. Mais souvent, on ne fait pas. C'est un animal particulièrement intelligent. Oui, voilà, très social. Et un animal qui rentre dans leur filet ressort. Ils nous ont signalé, oui, il rentre dans notre filet, c'est pour manger notre poisson. Vous voyez, c'est-à-dire on a besoin de les sensibiliser. On a eu le premier cas de 2023 pour le dauphin qu'on a récupéré. Les pêcheurs ont signalé qu'ils ont placé leur filet
Et au moment où ils sont partis pour récolter les poissons, ils ont constaté que le filet a disparu. Ils ont supposé que... Non, ils ont supposé que c'est d'autres pêcheurs qui ont récupéré. C'est 4 jours après, ils ont retrouvé le filet. Avec un dauphin. Et le dauphin est mort. Voilà, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas maîtriser tout. Mais ce que l'homme peut gérer, il faut le faire. Il ne faut pas attendre de dire que c'est toujours naturel. Non, il y a des comportements que les gens ont. Et on peut les amener à réduire. Et au cours de 2022, les informations que nous avons eues concernant, on a parlé de Kelly, mais en dehors de ça, il y a d'autres techniques de pêche. Qu'on nous signale qu'il y a un filet qu'ils appellent Agbla. Ils disent que quand on dépose le filet, et vous revenez le lendemain pour voir, il y a des filets qui attrapent 8, 10 tortues à la fois. Mais pourquoi? Ce filet n'est pas interdit, par exemple. Mais pourquoi ne pas interdire le filet pendant la saison de ponte des tortues? C'est ça. Parce que les tortues doivent venir sur les plages pour pondre. Mais quand vous barrez la voie, la tortue n'a pas ouvert le rideau avant de passer. Si on interdit ça pendant... Écoutez, il y a toujours il y a moins de poissons pour eux, non, mais attendez, je dis qu'il y a toujours... Il faut réglementer. Voilà, il y a toujours des alternatives. Mais toujours, l'homme voit, c'est difficile. Et il faut, mais vous demandez 2 contrôles. Ça me ramène à vous dire, quand on parle de contrôle, nos éco-gardes ont dit, nous avons recommandé aux autorités, tous ceux qui sont indexés concernant Kelly, ils quittent où? Ils quittent le lac Aimé ici, et le lac Nokwe. Est-ce qu'il y a 2 routes, 2 autoroutes pour aller en mer? Non, ça passe par le Chinal. Il y a la police, il y a les forces navales, il y a la douane, il y a tout. Il y a la police de pêche. La direction de pêche est au bord de l'eau. Les forestiers aussi ont une... Les forestiers ont 5. Et tout, c'est-à-dire tous ceux-là passent par là. Et on ne contrôle pas. Je félicite la police fluviale. Au cours de l'année 2022, on a été appelé un soir, et c'était un contrôle fortuit. D'accord. On retrouve 2 tortues, très en forme, non blessées, dans une pirogue qui allait sur le lac. Est-ce que les tortues vivent sur le lac? Les gens mettent les tortues sous forme de... Comment on appelle? C'est gibier, quoi. C'est là, c'est attaché, c'est sous le truc là, sous le bac, et passe. Et après, on découpe ça. Il y a eu une opération en 2018 à Guégué et Porte-Novo. On a attrapé quelqu'un avec 6 carapaces de tortues. Wow. Est-ce que les tortues vivent sur le lac? Et ce n'est pas fini. Il y a des choses... les tortues, oui. On les capture vivantes et on les attache à domicile. Oui. Pour dire à la prochaine fête. Oui, c'est ça qu'on va utiliser. Voilà, si vous voyez que... À la prochaine fête, c'est ça qui remplace le bouton. Oui. C'est ça. Ça veut dire que quand on pose la question, est-ce qu'on peut surveiller? Il y a des choses simples qu'on peut régler. Les gens ne règlent pas. Maintenant, au niveau de la mer, il a demandé, donner les moyens à ceux qui sont formés pour ça. Les forces navales s'occupent d'abord de la sécurité. Oui. Ils sont en mer tout le temps. Donnez-les les moyens pour faire mieux, en dehors de la sécurité humaine et liée au trafic et autres, mais il y a la sécurité aussi des animaux, et qui constitue un grand danger. Parce que ceux qui gagnent facilement en exploitant ces choses, c'est eux qui menacent la sécurité humaine. Et ailleurs, aux États-Unis par exemple, moi j'ai eu l'occasion à Hawaï de rencontrer les Navies, c'est-à-dire que la marine américaine qui a un département chargé de la surveillance des espèces, parce que l'État déjà donne les moyens pour que ces acteurs soient sur le terrain. Mais il suffit qu'on les forme plus pour le suivi. Vous souhaitez aussi, pourquoi pas, qu'on ait aussi, oui, pour faire la surveillance. C'est-à-dire que on met les énergies ensemble. Qu'on aille au-delà des brigades, des brigades de surveillance. Que les brigades fassent leur travail, qu'on leur donne les moyens pour faire leur travail, mais qu'on leur permet d'aller se perfectionner. Mais on n'a aucun moyen pour vérifier si ici, on n'a pas donné les moyens. Moi, je n'ai pas la confirmation. 5 Vous avez enquêté? Non, on a 5 forces. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit on n'a aucun moyen de contrôle. Mais on a 5 forces sur même itinéraire pour regarder la même chose. Et personne ne regarde. Personne ne voit. Et ça passe. Personne ne voit. Mais ça passe quand même. Vous suspectez une certaine complaisance, une certaine complicité. Mon plaidoyer ce matin,
compte tenu de ce qu'on a vu le dimanche, il faut féliciter d'abord les petits pêcheurs qu'on a vus à la plage là. Ils se sont sacrifiés. Transporter une charge de 250 kilos. Ils se sont mobilisés rapidement. Ce n'est pas qu'on a fait déplacer vers la rue, mais on l'a remonté sur le véhicule. Mais c'est énorme. Et nous sommes partis dans un milieu dangereux. Alors, quand une baleine échoue comme ça, quel doit être le réflexe des populations? Voilà. Oui. Et baleine échoue depuis que le monde est monde. Ce n'est pas hier. Ça veut dire que, comme il l'a dit tout à l'heure, une baleine qui peut faire, par exemple, je dis 5 tonnes, qui échoue. J'ai posé la question aux pêcheurs. D'abord, quand l'animal meurt, avec ce poids, l'animal ne peut pas flotter à la surface. Ça va en bas. C'est au bout de plusieurs jours. Et quand la putréfaction a commencé, et l'eau se retire. L'eau commence à se retirer, ça remonte à la surface. Et maintenant, se laisse aux vagues jusqu'à échouer. Et chez nous, on dit Djamadjatran. Ça veut dire que on coupe, et après ça repart. Il faut enlever ça de la tête des Djamadjatran. Djamadjatran. Ça veut dire que pour la plupart de ces pêcheurs, non pas des pêcheurs, les populations qui viennent sur la plage pour découper, pensent que c'est une manne. C'est une manne. Oui. On coupe et le lendemain, ça repart. Pour eux, c'est un animal vivant. Et après avoir fini de... Parce que couper là, ce n'est pas facile. Et le peu qu'ils réussissent à couper, le lendemain, ils viennent. Parce que c'est une grosse masse sur la plage, ils pensent qu'ils peuvent encore prendre, et quand ils viennent, ils ne retrouvent plus. Ça veut dire que l'animal est parti. C'est faux. C'est les vagues qui ont amené en marée haute. Et ça échoue sur la plage. Vous découpez, vous ne réussissez pas trop. Et quand les vagues reviennent 6 heures de temps après, quand la marée monte encore, ça repart et ça va échouer ailleurs. Ça veut dire qu'il faut que les gens gardent dans la tête que c'est de la pourriture. C'est dangereux. C'est un problème de santé publique. Mais deuxièmement, c'est que ce phénomène-là, quand un animal échoue, c'est la responsabilité, de l'État central, mais d'abord en commençant par l'État local. Les autorités locales ont la responsabilité de sécuriser, la municipalité, de sécuriser pour que les populations n'aient pas touché. Exactement, c'est ça qui a été fait par la mairie de Grand Popo à travers le CA qui a mobilisé, parce que si vous avez l'occasion une fois de voir, vous n'êtes pas obligé, vous êtes à 501 km, vous sentez l'odeur de ce qui a échoué. Et comment des Béninois peuvent penser que dans ça, là, on peut encore couper quelque chose? Oui, mais c'est fou. C'est fou parce que là, vous en parlez. Et puis, j'ai comme une image figée, là. Je l'imagine et je me dis comment on peut oser consommer. Sans l'approcher d'abord. Ça veut dire aller consommer ensuite. Pour dire qu'on l'utilise pour faire médicaments, on fait ceci. Non, il faudrait que la plupart du temps, souvent, ces espèces-là meurent avant de venir. Voilà. Oui, ça meurt, ça pourrit avant de venir. Ça veut dire qu'il faut que les gens gardent en mémoire que c'est de la pourriture. Il ne faut pas s'en approcher. 2, les autorités locales doivent informer les autorités centrales. La direction des forêts. La direction a une brigade spécialisée pour les ressources marines. La police fluviale, la police et les forces navales, comment on appelle, des structures, il y a des structures, la direction des pêches, voilà des structures qui sont chargées de gérer ces choses. Mais il faut dire quelque chose. Oui. C'est ça le problème. Oui. Est-ce qu'il y a une concurrence entre ces différentes forces? C'est ça qui se problème. C'est-à-dire, vous appelez si par exemple les forces navales sont là et appellent les eaux forêts pour dire de venir là, les eaux forêts viennent, regardent et s'en vont. Les eaux forêts viennent, regardent et s'en vont. Et le reste du travail, c'est peut-être les forces qui vont faire. Donc, vous êtes sûr de ce que vous dites mais là? Les hommes de Grand Popo, c'est-à-dire le truc s'est posé à 7 heures. On a informé les gens, ils sont venus de l'eau comme ça à 15 heures. Ils sont venus regarder, ils sont partis. C'est ça, ils ont fait. Et la première chose, c'était de mobiliser la police pour empêcher que les gens touchent. Mais l'autorité locale a fait un travail formidable. Vous savez, ils ont déplacé... Voilà, c'est leur rôle. Mais la décentralisation, il faut bien... Écoutez. Un engin, un bulldozer sur chaîne, je ne sais pas comment vous appelez, a quitté Cotonou pour aller à Grand Popo. Remorqué sur un camion. Et
Qui paye ça? Ils ont fini à 2h du matin. Du matin. C'est prévu dans un budget. C'est ça. Vous demandez à la mairie, ce n'est pas prévu. Pas prévu. Moi, j'étais très content de ce qui s'est passé. Bon, même si ce n'est pas prévu, Alain Tossono l'a dit. Non, aujourd'hui, lorsque vous allez dans la mairie, et vous demandez même, une école est ici, et les toits sont enlevés tout de suite par le vent qui vient de se passer là. Ouais. Les enfants doivent... On dit, ce n'est pas prévu. Le budget. C'est le maire qui prend son argent de sa poche. Tout est budgétisé. Oui, mais d'où aussi il faut faire un travail minutieux quand il s'agit d'élaborer son budget. C'est vrai qu'on ne peut pas tout. On ne peut pas tout prévoir. Avant, c'était le maire qui... pour les catastrophes naturelles, on peut prévoir une cagnotte. Avant, à tout le moins. Avant, c'était le maire seul qui décidait. Aujourd'hui, on a flanqué un SE. Si le SE ne parle pas. Bon, c'est un autre sujet. Oui, le SE doit parler. Si le SE ne parle pas, le maire va dire, je regarde. Mais si c'est un mec pauvre, il ne pourra rien faire. C'est un autre sujet. Oui. Moi, là où je suis, là où je suis content, il y a les choses qui sont aussi naturelles. Ok, l'échouage là, ce n'est pas prévu. Maintenant, ça sent sur la plage. On fait comment? Mais ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Mais après avoir fait ce qu'ils ont fait, nous sommes venus maintenant pour attirer l'attention que ce n'est pas la première fois. Je dis c'est depuis 80. Il faut le prévoir aussi. Depuis 96. Je pense que maintenant il faut l'intégrer. Oui, dans les lignes. C'est des choses qui sont connues. Il faut le prévoir. Et mettre en place un dispositif. Dès que ça arrive, qu'il faut appeler au niveau de l'État central, au niveau des services pour savoir. L'autre chose, vous avez parlé d'alternatives. Je pense que, et c'est en se basant sur l'expérience de nature tropicale, par exemple, ces pêcheurs qui vont en mer et qui se retrouvent avec des tortues qui dégradent leur filet, on a dit qu'effectivement, il faut d'abord les dédommager. Parce que... c'est un outil de travail. Voilà, bien sûr. Il faut des sanctions aussi positives. C'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'un pêcheur ramène vivant une tortue marine et son filet a été dégradé, en retour, au moins qu'on lui remplace le filet. Bien sûr. La prochaine fois, quand il va trouver la tortue marine, il ne va pas la vendre ou la tuer, mais il va veiller à ce que on la ramène vivante. Donc je crois qu'on a besoin de ça. C'est comme ça que beaucoup de pays en sont arrivés. Costa Rica, c'est des éco-gardes. Donc c'est des populations qui aujourd'hui sont devenues donc les gardiens du temple. Parce que on a beau avoir donc les forces de sécurité, elles ne peuvent pas être là à tout moment et un peu partout. Donc on a besoin donc d'avoir donc un fonds pour pouvoir donc récompenser ces pêcheurs là qui ramènent ces espèces là vivantes. Donc je crois que c'est important. Nature Tropicale a fait l'expérience, mais une ONG ne peut pas continuer à faire tout le temps. Donc il faut vraiment l'accompagner pour que effectivement ces éco-gardes qui font un travail formidable, qu'ils soient encore plus nombreux et qui soient motivés et que bon voilà et qu'on les décore aussi comme on décore ils méritent parce qu'ils font mais ils contribuent à la sauvegarde donc de notre environnement et je crois que c'est important que leur travail soit valorisé. Ce que nous faisons aujourd'hui aussi rentre dans le cadre de la création pour la première fois par le gouvernement actuel de 2 aires marines protégées. Ça rentre dans ce cadre-là. Si on ne peut pas sauver les espèces menacées mais intégralement protégées dans des aires protégées, il y a problème. C'est-à-dire que la communauté internationale a dit, elles sont menacées, nous les protégeons par les conventions que vous avez signées, vous avez décrété, dédié des espaces pour eux, pour elles, et aujourd'hui, ce qu'on observait avant là, continue d'être observé. Qu'est-ce qui se passe? Donc ces espèces sont dans... Ils doivent s'asseoir. Dans des aires protégées, mais pour autant, elles ne sont pas, elles sont très menacées. C'est-à-dire que est-ce que les différentes personnes qui sont chargées de les protéger savent leur rôle? Est-ce qu'il y a compétition? Est-ce qu'il y a concurrence? Ils n'ont qu'à s'asseoir à leur niveau pour savoir ce qui se passe pour que les aires, c'est-à-dire l'acte posé par le gouvernement... Il ne devrait pas avoir de compétition. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Logiquement, non. Il faut que... Ça n'a même pas de sens. Il faut que l'acte posé par le gouvernement, le 5 janvier 2022, ait un sens et que les choses changent et que ces espèces aient la fierté de venir
sur nos côtes. Voilà. C'est tellement beau, c'est vrai que moi je l'ai pas encore vu. Hein, vous allez voir, on prend date. Par écran, je le vois sur les, dans quelques mois, vous allez partir. C'est tellement beau, une baleine voilà, qui nage, une baleine qui s'amuse, qui saute, qui sautille. Un dauphin, c'est tellement beau, on a du plaisir à voir tout ça. Stan, bonjour. Bonjour Rajda, bonjour à chacun. Alors, selon vous, les océans et les mers sont-ils devenus des dépotoirs sauvages pour les humains? C'est la question qu'on vous a posée depuis ce matin. Stan, dites-nous, ont-ils répondu à cette question-là? Bien sûr, le problème environnemental, il est préoccupant. Les internautes déplorent que les actions humaines mettent en danger la faune aquatique et même marine. Ils appellent ces internautes à une prise de conscience collective. On y va maintenant pour les détails. Oui, on y va déjà pour le relais de quelques posts de téléspectateurs. Et la première réaction nous vient de notre ami Grégoire Rovozonkou sur Facebook. Il affirme: partout où il y a trace d'hommes, l'on doit s'attendre à la production de déchets. Je ne dirais pas que les mers et les océans sont devenus des dépotoirs de déchets sauvages. Ils l'ont été depuis la nuit des temps. Mais de nos jours, le phénomène s'accentue avec l'accroissement de la population. Malheureusement, c'est ainsi, regrette notre ami Liliwanou Zakari, qui poursuit l'explosion démographique, crée des situations de plus en plus difficiles à expliquer. À cette même préoccupation, Michael Sefandé tente une explication. Pour lui, les êtres humains produisent chaque année des millions de tonnes de déchets et une partie importante de ces déchets finit par se retrouver dans les océans et les mers. Les déchets plastiques sont particulièrement préoccupants car ils peuvent mettre des centaines d'années à se décomposer et peuvent avoir des effets graves sur la vie marine. Les animaux marins peuvent ingérer des morceaux de plastique et s'étouffer ou subir des dommages internes. De plus, les produits chimiques toxiques qui se retrouvent dans les déchets peuvent contaminer les habitants marins, affectant ainsi la santé de la faune marine et la qualité de l'eau. Pour notre ami que je retrouve Bokor Caliste, en dehors des navires qui déversent tous leurs déchets dans les eaux internationales en haute mer, il y a un véritable respect des eaux et océans dans les pays dits développés, nuance notre ami Bokor Roland Caliste. Ceci n'est pas le cas dans plusieurs pays en développement où le milieu aquatique n'est pratiquement pas respecté. Tout est déchet dans les milieux hydrographiques. Les abords deviennent infréquentables alors qu'ils devraient générer des ressources financières issues de l'écotourisme dont parlait Josia Boudrenou. Il faut absolument légiférer, insiste notre ami Bokor Roland Caliste, tout en concluant son intervention. Voilà donc pour les différents avis de nos téléspectateurs. Les baleines, ce qui est sûr, il faut le dire, ce sont des mammifères marins qu'il faut à tout prix, n'est-ce pas, protéger, parce qu'ils jouent un rôle dans la régulation aussi de nos écosystèmes. Quels sont les types de baleines qu'on rencontre déjà ici sur nos côtes? La plus spectaculaire que tout le monde cherche à travers le monde, c'est la baleine jubarte. On appelle ça jubarte. On appelle ça baleine à bosse. Souvent, quand les touristes vous contactent de l'étranger, la question c'est de savoir est-ce qu'il y a la baleine jubarte? Parce qu'il y a des zones. C'est quoi sa spécificité? Sa spécificité, c'est la baleine la plus acrobatique. D'accord. Vous savez, derrière l'aéroport, juste à côté, il y a une année, on était parti en mer, et on était dans un bateau privé, et on a vu un spectacle qu'on n'avait même pas vu sur le net avant. Des baleines en présence des bateaux qui viennent et qui s'approchent d'elle. La baleine se met sur le ventre et applaudit. Et nous avons filmé. Vous voyez, elle se met sur le ventre et applaudit. Parce que on s'approchait, mais on respectait une distance de sécurité. On a ralenti et on a constaté que... Elle a compris. Elle a compris qu'on n'est pas venu pour le... Et elle applaudit. Elle vous offre un spectacle. C'est un spectacle extraordinaire. Ouais. Et quand vous suivez, je crois que mon ami a eu l'occasion, quand vous voyez, vous apercevez la baleine à 100 mètres, 200 mètres de loin. Vous vous rapprochez. Quand la baleine sent que vous venez, la baleine disparaît quelques secondes, peut-être 1 minute, 2 minutes, vous la voyez un peu plus loin, et après,
Elle saute. Elle avec cette saute charge-là. Regardez, avec cette charge. Pour se montrer. Parce que dire je suis là. Les téléspectateurs se posent la question. Les baleines sont quelque part. Je rappelle aux gens, avant de sortir, les baleines ne sont pas dans un aquarium. Les baleines viennent sur nos côtes parce que Dieu a prévu pour elles plutôt, de venir à la maternité. Chez nous, hein. Elles viennent ici pour donner naissance à leur bébé. C'est ça. Après c'est ça. À nager. C'est en faisant ce spectacle que les gens viennent pour voir. On paye pour aller voir un spectacle. C'est exactement ce que ça vient nous offrir. Mais on sait exactement où aller pour les connaît les zones où on les retrouve. Et c'est comme ça. Et je pense que si on fait la promotion donc des artistes, on va voir des spectacles et tout, on peut aussi payer pour permettre aux enfants d'aller voir ce spectacle. C'est ça. C'est surtout, c'est-à-dire, crier partout, le Bénin accueille la baleine à bosse ou baleine jubate. Ça suffit simplement. Vous savez, l'activité, nous la développons depuis l'an 2000. Ça fait combien pour ceux qui ont été à l'école? Ça fait 23 ans, bien sûr. 23 ans. Et ça suscite toujours Écoutez, non, attendez. Oui, je disais toujours aux gens, les baleines ne sont pas venues au Bénin il y a 23 ans. Les baleines venaient là depuis. Ça veut dire qu'il y a 23 ans que nous l'avons identifié. Mais avant vous, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est dans le cadre de l'accord. On a amené des scientifiques, on a fait des prélèvements avec des fléchettes et autres. Spécifiques. C'est dans le cadre de l'accord. On a fait des analyses génétiques. Oui, c'est dans le cadre de l'accord sur le développement durable que le Bénin a signé entre le Bhoutan, le Costa Rica, les Pays-Bas et le Bénin. C'est 4 pays qui se sont mis ensemble. C'est un petit programme. L'affaire de baleine là, dans ce grand programme qui concerne l'accord sur le développement durable. Mais écoute, moi je vous pose la question. Même ceux qui nous ont aidés, c'était les Néerlandais pour faire ce travail, en amenant un expert pour faire les travaux. J'ai honte devant eux quelquefois parce que c'est une activité qui s'est développée seulement en deux ans, 10 jours. Ça veut dire 20 jours en 2 ans. Pour dire, voilà ce qui est chez vous et que vous ne connaissiez pas. Qu'est-ce que vous en faites? Non, ce n'est pas qu'est-ce que vous en faites. Valoriser. On ne nous pose pas la question. Parce qu'on sait que les gens qui l'ont su... Je suis certaine que c'est des pistes que le gouvernement... Voilà. Maintenant, si les gens ont payé 20 jours... Oui. Mais il faut rendre hommage au ministre Dossou. Bien sûr. Ce ministre, il est incroyable. Non, c'est pas lui seul. Et il le fait, oui, franchement. aussi ses enfants. Ses enfants. La dernière fois, ce qu'il a fait, qui a émerveillé tout le monde, c'est-à-dire qu'il était annoncé pour venir. Et il a été appelé d'urgence pour faire une autre mission d'État. Mais il dit, comme je me suis déjà annoncé, mes enfants viendront. Avec des boissons distribuées à tout le monde. Non, il a une passion pour la nature. C'est ça. On remercie également le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du cadre de vie. À une année à participer. Moi, ce que je dis, la question, c'est de savoir. Je vous dis, ça s'est passé en 2000 et 2001. 22 ans. Après. Il faut qu'on se dise, là j'ai honte. Il faut que ça change. Attends, ce thème-là, il faut laisser. Il faut combien de temps pour expliquer aux gens que votre bonheur est là? Mais il faut que ça change, non? Mais quand? Mais pourquoi cette phrase-là, vous? Mais il faut que ça change. Mais on fait 20 ans pour expliquer. Non, je voudrais qu'on mette l'accent sur quelque chose parce que dans les différents posts des internautes, ils ont mis particulièrement l'accent sur les déchets. Sur les déchets qu'on déverse dans nos mers, dans la mer, pardon. Je pense qu'il faut qu'on puisse ce matin, n'est-ce pas, sensibiliser ceux qui nous regardent sur ce comportement de l'homme qui franchement, n'arrange pas les choses. Patrice Agbo. On ne parlera pas seulement de la mer. Nous allons regarder Tokpa. Tokpa est un lieu indicateur. C'est sous nos yeux. Regardez la masse de population qui fréquente Tokpa par jour. Nos députés passent par là. Ministres passent par là. Les gestionnaires du marché Tokpa sont là. Chaque matin. Excusez-moi, je dis les choses toutes crues comme ça. On va déféquer dans sachet. On urine dans sachet, on jette. Devant tout le monde. Les gens jettent même de leurs étages. J'ai envie de dire à Koba. Et le gouvernement de la rupture nous a montré notre misère. La catastrophe en allant dégager
cette honte de Cotonou. C'est tellement mais beau. Mais ça continue. Oui, donc si on continue de faire ça, on assassine les écosystèmes, nous assassinons nos vies parce que plus personne ne peut aller prélever de l'eau de la préfecture de Cotonou pour dire je bois. C'est pas possible. Les poissons sont à côté. Vous voulez manger les crevettes et tout ça là. Vous dites, on est allé installer un cimetière auprès de l'eau. Et les cadavres, vous savez ce que ça veut dire. Et c'est tout ça là que les poissons mangent, les crevettes, les crabes. Et toi, tu consommes ça. Et tu dis que c'est grand-mère qui t'a fait ça. Si on fait ça pour les lagunes, les rivières, les fleuves, des mers, on dit la mer là, elle est dynamique, elle avale tout, des trucs comme ça. C'est ça que les gens disent. Mais nos petits déchets, je ne le dis pas, excusez-moi, c'est pas ça qui est le problème. Il y a plus de 8 millions de tonnes par an de déchets plastiques qui sont déversés dans la mer. Qui fait ça? Ce sont les grandes industries que nous ne pouvons pas identifier. C'est l'éternel problème. C'est ça. Fort heureusement, bon, il y a un accord qui, qui est en cours par rapport donc, au plastique. On espère qu'avec cet accord-là, on va pouvoir arriver à bout de ces plastiques-là. Mais le problème au plan local, c'est la question de la défécation à l'air libre. Ah oui. Et aujourd'hui, nos plages, parce qu'on dit qu'il faut valoriser ce que nous avons et tout. Mais il faut dire quand même que le phénomène a un peu cessé. Oui, hein. non, le phénomène, les plages sont où? Le phénomène n'a pas cessé. Le phénomène n'a pas cessé. Quand vous allez encore le matin très tôt, à Ouida, comme à Grand Popo et autres, vous voyez le spectacle. C'est quand même fou. Donc ça n'a pas cessé. On peut amener son popotin sur... oui, ça se passe toujours. Et je crois que on ne va jamais cesser de sensibiliser. sensibiliser. On va lancer maintenant des appels. Il faut vraiment en finir avec la défécation à l'air libre. D'accord. Le gouvernement a fait de la question donc, du tourisme une priorité majeure. Et si des touristes débarquent sur nos côtes, à l'hôtel, font leur marche au bord de la plage et le matin donc sont confrontés à ce genre donc, de choses, je crois que ça ne nous honore pas. C'est une question de dignité, au-delà même du fait qu'on fait la promotion donc, du tourisme. Il faut amener progressivement ces communautés-là à réaliser des toilettes. Nous avons la loi portant hygiène publique qui, depuis le février 2022, a été promulguée par le chef de l'État, qui fait obligation aux autorités locales maintenant de promouvoir, donc d'avoir des systèmes sanitaires un peu partout. Je crois que ces communes-là qui sont côtières doivent travailler à avoir un programme spécial pour que toutes les communes, comment on appelle, les communautés qui sont en bordure donc, du littoral aient des toilettes, parce que l'autre problème aussi, il faut les accompagner. Parce qu'on ne peut pas construire une toilette au bord de la mer comme on construit une toilette en terre ferme. Donc je crois qu'il faut des toilettes qui sont adaptées pour qu'on en finisse. Et ça évitera aux gens d'aller... pour qu'on en finisse avec ce phénomène-là. Chaque fois que je le vois, je me dis, bon, on n'est pas encore au bout du chemin. D'accord. Voilà. Merci à vous, messieurs. C'est très intéressant. Rapidement, monsieur Baudreno, rapidement. On aura l'occasion de revenir sur comment on gère ces échouages. Ailleurs, l'État ou des structures auraient mis en place des dispositifs d'urgence pour pouvoir gérer, comme on parle du cas de Grand Popo, quand il y a de ces choses. Mais en dehors de ça, c'est une opportunité. Quand de ces animaux échouent, les squelettes de ces animaux sont utilisés pour le développement de l'écotourisme. Les gens veulent voir, ça c'est un os de baleine. Quand vous venez à Nature Tropicale, vous constatez, nous avons des ossements de baleine, seule la tête fait 4 mètres, la tête d'une baleine. Et qui menace la baleine? C'est nos petites têtes. C'est-à-dire que vous pouvez faire la comparaison pour voir, quand les gens voient les ossements de baleine, ils pensent que c'est des troncs d'arbres. Vous voyez, ailleurs, c'est valorisé. Mais comment on les valorise chez nous? L'État doit donner les moyens. Il faut développer le tourisme baleinier. Non, je ne viens même pas sur le tourisme baleinier, mais je dis, parce que sur le sujet du jour, c'est la question de pollution sur la plage, pollution en mer et pollution quand ces produits-là tombent à la plage. Mais en dehors de la pollution, quand on les gère bien, au lieu de parler du terme, nous sommes en français, enfouissement, c'est qu'on aurait pris des dispositions pour enterrer dans le sens on récupère les ossements et les ossements sont utilisés dans un musée pour le développement du tourisme. Très bien. Et si vous allez en France, dans chaque ville,
il y a d'énormes musées de ces gens-là. Oui. Moi, je suis allé à Texel. C'est au Pays-Bas, ça. Avant, tu traverses la mer, tu fais ceci. Mais j'ai vu, c'est-à-dire, une baleine qui quitte là et qui va jusque là-bas. Oui. C'est intact. Oui. Vous entendez les cris de chaque oiseau. C'est-à-dire que chaque oiseau là dit son cri et c'est vivant. Pourquoi ne peut-on pas faire la même chose au Bénin? Non, on va y arriver. Non, on va y arriver. Non, profitons. Le chef de l'État a quand même. Profitons de. Oui, c'est ce que je veux dire. Je pense que on va y arriver. Profitons de l'homme qui a du goût. C'est un homme du goût pour ces genres de choses. Pourquoi ne pouvons-nous pas profiter de son règne? Faites de lobbying aussi. Oui, c'est ce que nous disons. Vous êtes les acteurs. C'est ce que nous disons. Si on vient au Bénin, on va voir les tatas, on voit le parc. On peut voir autre chose. Très bien. On ajoute, bien sûr. Oui, c'est ça. Il y a autre chose. Et c'est des produits ajoutés qui valorisent vraiment le Bénin. Merci. Et les gens auront vraiment... Merci Patrice. Moi, je n'oublie pas mon invitation. Comment ça? C'est déjà inscrit. On va ramener. Bah oui. J'espère que vous n'avez pas le... On va la coter. On va ramener les images ici sur la matinale, histoire de permettre aux gens de voir comment la nature nous a royalement dotés de merveilles et qu'il faut forcément en prendre soin. Il faut protéger tout ça. Et donc, stop aux différentes nuisances qui font du mal, tout simplement, aux baleines. Nous l'avons vu aussi. C'est la première fois que moi, je suis en face d'un journaliste qui est totalement dans le sujet. Et nous félicitons vraiment l'ONTV. Merci à vous. Stan, on va rester un peu isolé, non? Quand on est en face, quand on est avec les spécialistes, parfois, voilà, allez, on va se retrouver demain, toujours sur la matinale. Bon matin à vous. À présent, les sports avec Blaise Adankpo. On va dire un bonjour à l'honorable Ali Dianatou, Sali Ouarekwa qui nous suit. Merci également à Baourou Alidou qui m'a dit de vous passer le bonjour. Il dit ceci: bonjour le plateau TV, débat très intéressant aujourd'hui. Je remercie Monsieur Sabo pour le combat qu'il mène pour l'environnement et la défense de ses idées pertinentes. Courage à lui. Ensuite, encouragement aux journalistes environnementalistes Alain Tosuno, William Tchoki. Bravo également à Monsieur Joséa. Voilà. Merci à vous, Baourou Alidou. Les sports à présent.